Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinexplore. Le Festival de Cannes s'est terminé il y a un peu plus d'une semaine, mais ce mois-ci, on va y retourner ensemble pour parler avec Gérald Duchossois, coprogrammateur de la sélection Cannes Classics. C'est quoi Cannes Classics ? Eh bien, je vous invite à écouter l'épisode d'aujourd'hui pour le découvrir. En plus de ça, Gérald Duchossois est un homme occupé puisqu'il est aussi chargé de la programmation du marché international du film classique qui a lieu tous les ans au moment du Festival Lumière, le festival dédié au cinéma de patrimoine qui prend place à Lyon au mois d'octobre. Comment ça marche un marché du film ? En quoi ça consiste ? Comment fait-on une sélection ? Comment devient-on programmateur ? Gérald répond à ces questions et à d'autres encore avec patience et bienveillance, et j'en profite d'ailleurs pour le remercier une fois de plus de sa gentillesse et de son accueil. Bonne écoute à tous. Bonjour Gérald Duchossois. Bonjour. Merci de me recevoir chez vous. Écoutez, merci de m'accueillir. J'aimerais, pour commencer cette interview, qu'on parle un peu de votre parcours pour que les auditrices et les auditeurs de cet épisode se fassent une idée très claire de qui vous êtes et de ce que vous faites pour le cinéma de patrimoine, donc cette fameuse expression consacrée dont je rappelle à mes auditeurs et mes auditrices qu'il s'agit des vieux films. Voilà. Je parle de votre parcours universitaire d'une part et puis professionnel d'autre part. Alors, j'ai fait ce qu'on appelait un DEA d'anglais, donc maintenant Master 2, à l'université de Paris 3, qui est une université très versée dans le cinéma, donc qui est née après mai 68 et donc qui était très ouverte. J'ai fait d'abord une maîtrise, donc à l'époque Master 1, désormais sur le cinéma américain, donc la cigarette dans les films hollywoodiens de 1944 à 1998. Donc j'étais effectivement très attiré par les films, hein, bien évidemment, parce qu'au début l'enseignant que j'avais choisi, Daniel Royot, qui était expert en civilisation américaine, souhaitait que je fasse ça de manière plus large, couvrant la publicité, les séries télévisées, et en fait j'ai réduit au cinéma parce que je pensais qu'il y avait effectivement une palette assez large pour pouvoir faire un mémoire, et puis ça m'intéressait beaucoup plus de travailler sur le cinéma. Donc j'ai fait ça. Ensuite je suis parti comme enseignant dans l'armée de l'air, où j'ai rencontré un ami qui m'est très cher, Romain Van Destichel, avec qui j'ai écrit un livre en fait sur Mario Bava des années après. On s'était fixé ça comme objectif, déjà on en a fait un, c'est déjà pas mal, donc on verra pour les autres, mais on y travaille, on a d'autres projets en cours. Et ensuite j'ai passé une année à Sacramento en Californie, et ensuite j'ai fait un Master 2, donc le DEA, sur le Saturday Night Live, là sur une émission de télévision de 75 à 84, là sur un côté plus pop culture, tourné vers la télévision, et l'idée c'était après d'aboutir sur une thèse où j'aurais travaillé sur la comédie américaine des années 70-80, et donc toute l'influence que le Saturday Night Live avait eu sur cette comédie potache, mal élevée, et toute la contre-culture américaine. Donc je voyais en fait le déroulement comme ça de ce travail à double tiroir, si je puis dire. Et en fait, les choses ne se sont pas passées exactement comme ça. J'ai soutenu mon mémoire, et en fait, je me suis aperçu que la comédie n'était pas forcément un sujet très porteur au niveau de l'université. Je me suis dit qu'il était temps de commencer à travailler. Donc, à l'époque, je faisais des gardes de nuit à la Défense. Donc, c'est comme ça que j'ai financé une partie du mémoire. J'avais eu une bourse pour la maîtrise. C'est ce qui m'a permis de partir à Sacramento, parce que j'avais eu une mention très bien. Et j'ai eu mention bien, en fait, au mémoire sur le Saturday Night Live. Et je me suis dit qu'il était temps de commencer à travailler, et à partir de là, j'avais une amie qui travaillait au Festival de Cannes, qui s'est blessée, et qui m'a proposé de prendre la suite. Donc j'ai envoyé mon CV à la directrice du service de presse, Christine Aimé, et j'ai commencé à travailler avec elle, et puis après j'ai pris la place de son adjointe qui elle s'en allait. Donc j'ai travaillé avec Christine Aimé au service de presse du Festival de Cannes pendant 12 ans. Et j'ai eu l'occasion de travailler aussi au service de presse du Festival de Toronto pendant 9 ans, où là je travaillais plus particulièrement auprès de Colin Gellies, qui était le programmateur de Midnight Madness, la section des films de minuit, où là c'était plus orienté vers le cinéma de genre, donc c'était exactement ce qui me convenait. Donc c'était une situation qui était un peu brinque-ballante, mais qui a tenu un bon nombre d'années. Et puis j'avais démarché le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, pour un projet. Ce projet n'a pas abouti. En revanche, Thierry avait gardé
mon nom en mémoire et il m'avait dit j'ai une autre idée, je te tiens au courant. Et effectivement, en 2013, il m'a proposé de commencer à travailler avec lui sur l'idée d'un marché au Festival Lumière à Lyon, puisqu'il y avait bon nombre de professionnels qui allaient au marché à Lyon. Et ces professionnels avaient besoin d'un endroit qui leur a été réservé, où on pouvait développer des activités professionnelles, bien évidemment, qui les concernaient tout particulièrement. Donc on a commencé à travailler dessus avec Léa Welkman, qui travaillait, elle, au marché du film à Cannes, donc en binôme, sous l'égide de Thierry. Et à partir de là, Juliette Rajon, qui est devenue la chargée de développement, la responsable du développement de l'Institut Lumière, surveillait le marché. Et donc, en fait, on a formé un bloc et on a commencé avec 55 accrédités. On en est désormais à 500, provenance de 34 pays. Donc, on a étendu en fait toutes les activités du marché depuis 2013 pour créer véritablement une partie professionnelle qui est attenante au Festival Lumière. Comme ça s'était bien passé avec le lancement du marché, Thierry Frémaux m'a proposé de travailler avec lui à Cannes Classics. Donc il y avait avant une personne qui s'en était occupée durant de nombreuses années, puis il y a une personne qui a fait la transition et après j'ai pris sa suite. Et donc j'ai commencé à travailler avec Thierry à Cannes Classics. Donc on devait avoir à l'époque 45 propositions de documentaires sur le cinéma. On en est désormais à entre 150 et 200 films qui nous sont proposés, et puis entre 60 et 80 documentaires. Et on est plutôt proche des 80 désormais que des 60. Donc voilà, la section effectivement s'est développée. Voilà mon parcours en fait en quelques mots. Oui, donc on voit bien quand même que vous êtes vraiment investi dans ce milieu, particulièrement j'ai envie de dire auprès des films de patrimoine, comme je l'avais annoncé dans la question. Je voudrais revenir sur le marché. Vous avez participé donc à la création de ce marché international, le marché international du film classique, le MIFC, qui a lieu au moment du Festival Lumière à Lyon, vous l'avez dit, qui est donc un festival dédié aux films de patrimoine, en grande partie quand même, et qui est l'équivalent de la Mecque pour des obsédés de films de patrimoine dans mon genre. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce marché un peu plus dans le détail ? Oui, alors au tout début, on avait l'idée d'avoir un lieu où les professionnels puissent se rassembler, des conférences qui les concernent, des stands sur l'idée d'un marché, et puis au fur et à mesure du temps, on développe de plus en plus ce qu'on appelle des modules, des workshops, des ateliers où on accueille de plus en plus de professionnels étrangers qui sont concernés par le patrimoine, et puis aussi de développer cet aspect business. Donc on avait réduit les stands, peut-être qu'on va revenir un peu à des stands cette année, mais en tout cas on avait beaucoup de stands qui étaient debout, plus des salons d'accueil, on organise des projections pour les exploitants. Il y a la commission patrimoine de l'AFCAI qui vient décerner en fait son label durant le marché. On a des rendez-vous aussi avec un grand témoin qu'on accueille, avec lequel on fait une discussion, lequel ou laquelle on fait une discussion. Donc jusqu'à présent c'est moi qui me suis occupé de cette discussion. Donc on fait une discussion d'1h30, puis on aborde en fait son parcours, tous les thèmes, tout le travail qui est mené. Puis on a un pays à l'honneur. Les dernières années aussi, c'est moi qui me suis occupé de ça, où on accueille des professionnels étrangers avec une grande table ronde. L'année dernière, c'était l'Espagne. Donc il y a beaucoup de vivacité, beaucoup de dynamisme, malgré le fait que tout soit détenu par quasiment un seul ayant droit en Espagne. Donc c'est une situation assez paradoxale. On a après des ateliers, comme je vous le disais, toutes ces rencontres, des cocktails qui sont organisés, des déjeuners, un déjeuner de clôture, beaucoup de relationnel en fait qui est fait pour développer le marché du patrimoine, qui est dynamique et qui a besoin, je pense, véritablement de connexion, parce qu'on nous demande parfois des numéros ou des emails pour contacter des gens, et en fait ces gens sont venus au marché. On s'aperçoit qu'on a véritablement besoin d'un complément par rapport à ce que peut faire la FIAF, par exemple, la Fédération des Cinémathèques, la Fédération internationale des cinémathèques, où là il y a véritablement besoin d'un lieu spécifique qui soit pas celui de Cannes ou de Berlin, même si de nombreux vendeurs vont à Cannes et Berlin, même quasiment tous, ce qui est normal. Ce sont des marchés énormes. Ce sont des marchés énormes dans les festivals de catégorie A, donc c'est tout à fait normal. Nous-mêmes, quand nous sommes à Cannes Classics, nous traitons aussi avec des vendeurs pour bon nombre de films qui viennent de l'étranger, mais pas exclusivement. Mais bon, pour revenir sur le marché, il y a des vendeurs et des acheteurs qui effectivement y vont, et on s'aperçoit qu'il y a toute une possibilité de développement. Je vous donne un exemple. Je suis allé cette année au marché en Inde, donc qui est le marché du cinéma indien, qui est donc une des plus grandes cinématographies à la fois
en ce qui concerne la naissance du cinéma. En 1896, un opérateur lumière se rend en Inde et le cinéma indien commence à naître, donc c'est vraiment très très tôt. Et puis aussi en termes de production, où il y a énormément de production toujours à l'heure actuelle, avec un marché gigantesque. Quand on va dans ce marché, on se rend compte qu'on a 16 représentants de l'international et 12 acheteurs. Or, nous, au marché international du film classique à Lyon, on a plus d'acheteurs qu'à ce marché en Inde. Donc, c'est là qu'on se dit qu'effectivement, quand on commence à voyager et aller dans des marchés plus locaux, si je puis dire, même si c'est pas tout à fait le cas, on se rend compte de l'impact de Cannes, de Berlin, de l'AFM aussi aux États-Unis, à Los Angeles. Donc, c'est ça qui est assez intéressant en fait, c'est de permettre ces accès à ces professionnels dans les marchés qui leur sont réservés. Donc là, cette année, on avait organisé un petit déjeuner, par exemple, acheteurs-vendeurs. Et ce sont des choses qui ne sont pas forcément faciles à mettre en place parce que toutes ces négociations en fait, qui sont menées ne vont pas être menées à la vue de tous. Oui. Donc en fait, ce sont plus des rencontres qui se font à l'extérieur, dans des cafés, dans des restaurants. Donc il faut vraiment créer en fait tous ces rendez-vous pour que les populations se rencontrent, mais après tout ne se fera pas forcément marcher. Et il faut voir que dans le patrimoine, dans le cinéma classique, il n'y a pas forcément une volonté d'être démonstratif comme ça peut l'être dans les productions actuelles. Donc vous n'allez pas avoir des grands communiqués de presse avec Cohen Media par exemple aux États-Unis qui va faire un grand communiqué, même s'ils en ont fait un il y a 3 ans juste avant le Covid, donc 4 ans maintenant, où ils avaient annoncé certaines ventes, Carlotta qui peut en faire, Malavida qui peut annoncer des choses, parce qu'eux sont vraiment dans une activité à la fois événementielle, marché, d'achat, de vente, véritablement d'impulsion dynamique du marché du patrimoine, parce qu'il est beaucoup soutenu par les États, il y a beaucoup d'archives, de cinémathèques qui n'ont pas forcément la même mentalité qu'une société peut avoir. Je vois. Le concept même de marché peut surprendre certains et certaines de nos éditeurs et de nos auditrices. On sait bien que les ventes DVD et Blu-ray ne sont pas particulièrement aujourd'hui au beau fixe, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous parler des enjeux et des objectifs de ce marché, même si vous l'avez déjà un petit peu touché du doigt? Comment est-ce que... qu'est-ce que ça représente en fait? Vous parlez d'achat, vous parlez de vente, on parle de quoi concrètement? On parle en fait de différents supports, c'est-à-dire qu'il y a la salle. En France, on a encore un réseau, un maillage de salles de cinéma extrêmement puissant, qui est très très soutenu par l'AFCAE, qui est une association dynamique. Il y a la DRC aussi pour tout ce qui est cinéma en région. On a véritablement la chance d'avoir... ces acteurs qui soutiennent la salle, et puis bon nombre de bénévoles, parce que quand on voyage et quand on va dans des salles qui sont soutenues par l'AFCAE, qui bénéficient... Alors l'AFCAE, juste pour préciser, c'est l'Association française de cinéma d'art et essai. Voilà, c'est ça, pardon. J'aurais dû être plus clair. Vous avez raison. Et donc, il y a ce grand accompagnement, mais vous avez même du patrimoine dans des salles plus commerciales, comme CGR, Pathé, qui fait des projections avec des festivals, pas forcément des festivals, plutôt des séances classiques, ce qu'ils appellent des séances cultes, par exemple. UGC fait ça. Ouais, voilà. UGC fait ça, Pathé, je sais plus comment ça s'appelle, mais ils peuvent faire ça aussi. Ils ont une branche événementielle avec des personnes qui s'occupent de ça et qui donc font des séances qui sont accompagnées avec des critiques de cinéma qui vont présenter ces séances. Je crois que c'est Jean-Pierre Lavoignet le fait pour UGC. Je pense que c'est son nom m'échappe, mais en tout cas, il y a Pathé aussi fait ses séances. Même dans des cinémas commerciaux, CGR fait aussi du patrimoine de temps en temps, on enlève, donc c'est un peu plus variable. Vous avez beaucoup de ciné-clubs qui existent encore avec l'AFCAE, donc comme je vous le disais, voilà, faut compter aussi sur un grand réseau de bénévoles qui soutiennent ces cinémas et qui donc s'investissent pleinement pour que les films soient vus. Donc il y a la salle en premier lieu, et il y a, à l'étranger c'est un peu différent parce que vous avez un grand secteur, par exemple aux États-Unis, de cinéma classique qui est encore très très puissant, avec des acteurs, avec des distributeurs. Moi je suis contacté par des distributeurs de patrimoine américains tous les ans que je ne connais pas, quoi. Donc il y a encore un marché assez puissant grâce aux universités notamment, et puis aux salles indépendantes dans bon nombre de villes qui elles adoptent
des stratégies différentes de la France, avec des repas, avec des dégustations de vin ou d'alcool ou de bière locale. Donc c'est un petit peu différent de ce qu'on peut faire en France. C'est plus l'aspect convivial qui est mis en avant, j'ai l'impression, par rapport à nous. On est quand même encore très très cinéma. Donc il y a ça, il y a la salle en premier lieu. Après, il ne faut pas se leurrer, les chaînes de télévision sont toujours puissantes, font des achats, même si on sait bien que la population vieillit. Et donc pour cela, il y a un passage vers les plateformes. Un bon nombre de télévisions nationales qui sont très très impliquées dans le cinéma classique vont vers des mises en ligne de films de patrimoine sur leur plateforme. Par exemple, France Télévisions fait ça très très bien, Arte évidemment, puisqu'ils ont même une relation avec l'ACE, l'Association des cinémathèques européennes, et ils font Arte Kino Classics, où ils ont des films de patrimoine dont les restaurations sont financées par des archives, des cinémathèques, il y a l'aide de l'Europe aussi, et puis je pense par exemple à RTVE en Espagne, qui a une page dédiée au cinéma de patrimoine avec du cinéma espagnol qui est renouvelé régulièrement avec des films qui sont même accessibles de France. Donc en Italie, il y a beaucoup d'initiatives aussi qui sont prises. Enfin voilà, on se rend compte qu'à l'échelle de l'Europe, puisque nous on travaille beaucoup au marché avec des pays européens, parce que nous bénéficions d'une subvention européenne, et puis évidemment il y a le fait que ça soit proche. Donc vous avez des professionnels qui viennent vers la France, et puis la France, c'est un peu le cliché du pays de cocagne, mais c'est vrai qu'il y a des aides du CNC, il y a une culture du cinéma, il y a le cinéma à l'école, il y a lycéens au cinéma, enfin il y a beaucoup d'initiatives qui sont menées et qui font qu'il y a un attrait très très fort des pays européens quand on contacte des archives, des cinémathèques, des institutions type CNC, mais à une autre échelle. Quand on leur parle de la France, tout de suite ils voient effectivement avec les étoiles dans les yeux ce que nous on propose et donc le type d'initiatives qui peuvent être menées. Et donc si ça sert d'exemple, c'est très très bien parce que ça veut dire qu'il y a un impact et effectivement après eux ça leur permet de ramener des dossiers avec des initiatives, des interviews au film français, à Variety, donc la Bible du cinéma américain qui vient au marché et le film français pareil. Le film français c'est l'hebdomadaire spécialiste de la production cinéma et puis même audiovisuel de manière plus large. Il y en a de plus en plus parce que maintenant il y avait déjà Écran Total avant, mais maintenant il y a aussi CBO Box Office. Enfin voilà, il y a aussi des choses qui se développent à la fois pour la presse professionnelle et puis pour la presse de la presse plus généraliste avec Revue et Corrigé par exemple, même si là malheureusement ils vont fermer leur porte, en tout cas l'édition papier va fermer, mais en tout cas il y a encore beaucoup de choses dans la presse, il y a encore beaucoup de couverture et notamment de cinéma classique. Donc il y a tous ces supports et il y a le DVD et le Blu-ray qui effectivement ont beaucoup plus de mal. En revanche, ils ont du mal pour le cinéma frais, cinéma récent, mais pour tout ce qui est cinéma de patrimoine, en fait, ça marche plutôt bien. Ouais. Les éditeurs, je pense par exemple au Chat qui fume, The Ecstasy of Film, font des tirages limités et arrivent à vendre en fait ces tirages, même avec des films qui sont pas forcément faciles ou pas connus du grand public. Il y a quand même un désir de découverte. Même si c'est toujours ce que les professionnels peuvent dire, c'est cette difficulté d'offrir au grand public des découvertes qui a besoin de ce renouvellement et qui en même temps va vers des choses plus connues. Mais bon, ça c'est partout pareil, donc là-dessus c'est ce qu'on propose et puis trouver le bon public. Donc ça, il y a un grand travail qui est mené effectivement par rapport à ça, c'est de trouver ce public et donc faire que il y ait pour tous ces supports qui existent ce public. Et donc il y a les plateformes qui achètent, là on se rend compte qu'elles achètent plus dans les grands marchés. Donc là il y a les grandes plateformes américaines et puis françaises, et là on sent effectivement que cette force d'attraction que peut représenter le marché à Lyon, Festival Lumière, elle est plus difficile à matérialiser. Les contacts sont plus difficiles et donc il y a le désir évidemment de les faire venir à chaque fois, mais c'est plus dur. C'est plus dur parce qu'on sent que là-dessus, il y a une construction qui se fait à partir de la salle de cinéma. Et donc, nous, en tant que marché, si vous voulez, on couvre
tous les supports, donc on n'a pas d'œillère, on fait pas une sélection pour un festival où on va montrer des films en salle. Donc là-dessus, c'est plus difficile. Parce que vous diriez que les plateformes, elles sont plus peureuses, elles veulent pas s'engager sur du film de patrimoine. Pourtant, elles l'ont fait dernièrement, mais peut-être que c'est quoi ? C'est une sorte de crainte que ça soit pas regardé ensuite, que ce soit pas. Elles passent du patrimoine, mais en achetant, je pense, des lots plus importants. Ouais. Donc c'est plus dans les marchés de plus grosse importance qu'elles vont se rendre, parce que il n'y a pas forcément encore des acheteurs de patrimoine. Je pense que ce sont les acheteurs, les responsables d'acquisition qui vont aller dans les marchés et acheter des films probablement sur catalogue, donc aller plus vers des valeurs sûres. Alors que nous, si on accueille par exemple les archives Letton, bon bah forcément c'est pas ce qui va les intéresser en premier lieu. Donc on voit qu'effectivement là il y a une différence à la fois de culture, d'achat, et puis d'accès au film. Et là il y a aussi l'intérêt du public pour du cinéma différent, mais ça c'est vraiment une question extrêmement large. Ouais, avec des plateformes qui se spécialisent d'ailleurs un peu là-dedans. On voit la Cinétech que j'ai eu l'occasion d'interviewer, ou Mubi qui est un peu plus... Qui eux viennent plus effectivement au Festival Lumière et donc au marché, parce que leur place elle est plus là, et ils rencontrent des professionnels qui sont plus dans l'état d'esprit, mais la viabilité de ces plateformes est plus difficile, même si Mubi a une importance maintenant à une échelle assez importante, hein. Donc il y a aussi un développement possible. Vous travaillez aussi pour Cannes Classics, à la programmation de cette sélection de films classiques, mais pas seulement, en général liés à l'histoire du festival d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est née cette sélection au milieu d'un festival qui est quand même très tourné vers l'actualité, voire même vers l'émergence de nouveaux artistes ? Je pense à la quinzaine des cinéastes, je pense à la semaine de la critique. À la CID aussi, qui fait beaucoup pour tous ces développements. Alors, il y avait du cinéma de patrimoine auparavant qui était projeté à l'extérieur du palais. Donc, Gilles Jacob, en fait, composait des programmes avec des grands thèmes. Et il y avait pour les cinéphiles locaux, et puis ceux qui venaient d'un peu plus loin, mais essentiellement locaux, du cinéma de patrimoine, donc avec des copies qui étaient amenées, souvent un travail qui était mené avec la Cinémathèque française. Et puis, il y avait une copie neuve qui était montrée généralement par la Cinémathèque française. Donc, quand je dis copie neuve, c'était de la restauration photochimique, donc sur film, qui permettait d'avoir un accès au patrimoine. Et puis il y a toujours eu après des grands événements autour du cinéma de patrimoine. Je pense par exemple à 1968 où on avait Autant en emporte le vent qui ouvrait le festival de Cannes. Il y avait eu un film de Gene Kelly, That's Hollywood ou That's Entertainment, oui c'est ça, partie 2, qui avait ouvert le festival de Cannes, je pense en 1976 ou 77. Donc il y avait des grands films comme ça de patrimoine qui étaient montrés, mais de manière assez événementielle, là pour le coup, avec des copies neuves. Et donc Thierry Frémaux, en 2004, fort de son expérience à la tête de l'Institut Lumière, a décidé en fait de créer une section à part entière où montrer des copies neuves, parce qu'en fait il y avait un certain nombre de copies neuves et un certain nombre, c'est-à-dire un nombre important de copies neuves qui circulaient et qui reprenaient le chemin des salles commerciales. Moi, j'ai le souvenir assez net de la fin des années 90 avec des ressorties événementielles où on voyait des publicités de Carlotta avec des ressorties de films de Brian De Palma ou de Hitchcock qui étaient en copies neuves projetées dans des salles commerciales, parce que ce qui était difficile quand on allait voir du patrimoine, c'était d'avoir des bonnes copies. Oui, bien sûr. Voilà, et l'obsession des cinéphiles, c'est de voir des bonnes copies, c'est de voir les films dans des bonnes conditions. Et donc il y avait ce marché pour le coup là qui commençait à naître, je pense, parce qu'avant c'était effectivement plus une exploitation. Il existait, il y avait des salles du quartier latin qui montraient exclusivement ce qu'on appelait du cinéma de répertoire, donc tout ça existait, c'était pas une invention proprement parlée. En revanche, le fait de montrer essentiellement des copies neuves dans un festival de catégorie A, ça pour le coup c'était nouveau, et que ça soit intégré véritablement à la sélection. Ouais. Et donc à partir de là, il y a eu aussi quelques documentaires sur le cinéma événementiel comme Easy Rider Raging Bulls par exemple, voilà, qui faisait partie de cette sélection de début, et donc qui constituait la base de Cannes Classics. Et
Cannes Classics a évolué bien évidemment avec son temps, c'est-à-dire qu'il y a eu la première projection numérique qui a été montrée à Cannes Classics. Je pense que c'était Remorque, si je dis pas de bêtises. Non, je dois dire une bêtise, parce que c'était un film avec Studio Canal, et donc c'était une copie HD, un film avec Jean Gabin. Le titre m'échappe, mais c'est pas grave, ça me reviendra. En tout cas, il y a eu cette évolution qui effectivement était manifeste, puisqu'on allait passer du support film au numérique. Et donc à partir de là, eh bien, Cannes Classics s'est transformé pour ne pas montrer uniquement des copies neuves, mais des restaurations numériques. Et donc désormais, c'est cela que nous avons essentiellement des propositions de restauration en avant-première mondiale, en exclusivité, qui sont pour la plupart en cours, ou certaines qui ont été faites en 2002, pas encore montrées, qui nous sont proposées, donc conservées pour être proposées au Festival de Cannes. Il y a toute cette partie film qui compose Cannes Classics, et puis la partie documentaire sur le cinéma aussi, où on en montre un nombre assez conséquent, puisqu'on a ce désir effectivement de montrer l'histoire du cinéma en mouvement. Elle passe par l'image, et on a beaucoup de propositions, beaucoup plus qu'auparavant. Et il y a beaucoup de documentaires qui viennent de l'étranger qui sont extrêmement intéressants, et donc on a le désir de les ajouter à la programmation. Et donc il y a toute cette composante en fait documentaire qui vient s'ajouter à la composante film, qui est très très importante, et c'est assez difficile de trouver cet équilibre entre le bon nombre de films, le bon nombre de documentaires, les hommages, parce qu'il y a des artistes qui viennent pour présenter les films, et puis il y a aussi l'extension ou des programmations ou des projections de Cannes Classics qui ont lieu au cinéma de la plage, donc sur la plage Massé, qui est juste à côté. Avec la Cité de la Peur il n'y a pas si longtemps. Voilà, c'est ça, exactement. Il y a eu la Cité de la Peur, alors là en présence des nuls, donc c'était assez exceptionnel. Et puis il y a eu la Carioca qui a été dansée face à un écran noir, donc et hop, on est reparti sur la projection. Donc il y a beaucoup de choses qui se mettent en place de manière événementielle, festive, parce qu'il y a toujours cette idée de garder le cinéma ouvert au grand public, et Cannes Classics va vers ce public, c'est-à-dire que il y a un besoin de faire venir le public, et donc depuis l'année dernière on a mis en place, outre toute cette programmation, une accréditation spécifique à Cannes Classics, et donc il y a toute l'équipe qui vient m'épauler en fait durant le festival de Cannes, qui est composée d'une personne, Frédéric Ballion, qui s'occupe du protocole, qui travaille avec moi depuis de nombreuses années. Auparavant il y avait Mathilde, il y a une personne qui s'occupe de la partie technique, là cette année donc une nouvelle personne, Julie, il y a une personne qui s'occupe de la billetterie, Louise, qui a travaillé avec moi, et puis on a une autre personne qui commence à Paris, qui va travailler plus spécifiquement sur ses scolaires, et puis le programme avec moi, donc Sophia. Donc il y a toute une équipe en fait qui se crée pendant Cannes. Il y a 3 stagiaires qui viennent nous épauler, puis on travaille avec les responsables de salle, Éric Antolin qui s'occupe de la salle Buñuel, et puis Julien Camille qui travaille pour la salle Agnès Varda, et puis Gérard Camille, un historien du cinéma qui s'occupe du cinéma de la plage, et Aurélie Ferrier qui travaille à Cannes Cinéma, avec qui on travaille de manière très très proche aussi. Donc il y a tout un maillage, si vous voulez, d'une population assez stable d'équipes pour véritablement faire que les conditions soient optimales pour accueillir le public. Et donc pour ça, il faut renforcer le public. Donc depuis l'année dernière, en fait, nous travaillons en fait à la venue d'étudiants d'écoles de cinéma. L'année dernière, on avait travaillé avec 26 entités, et cette année, là, on en a 46 en provenance d'une vingtaine de pays. Donc on augmente en fait cette population qui est intéressée par le cinéma classique, et puis bien évidemment par le Festival de Cannes. Donc il y a tout un travail qui est mené en fait de front sur ces deux aspects, à la fois la proposition de film, et puis à la fois la venue du public, pour fidéliser ce public, montrer que le cinéma classique existe, et qu'il existe dans le cadre d'un grand festival. Et qu'il est vivant dans une salle, quoi. Exactement, qu'il est vivant. Ce dont on a pu véritablement, non pas se rendre compte, mais faire que ça se matérialise, par exemple, quand La Maman et la Putain a été projetée l'année dernière, donc le jour de l'ouverture, donc quasiment en ouverture, parce que c'était la première projection. Voir qu'on avait à peu près 80% de jeunes. Et quand je dis des jeunes, c'était des jeunes entre 16 et 22 ans. Ouais. Donc véritablement renforcer cet attrait du cinéma pour le mettre à disposition du grand public et d'un public jeune. Mais on travaille aussi avec le club Bel Âge, donc qui est un ensemble de retraités avec des clubs en fait par quartier dans la ville de Cannes, pour qu'ils viennent voir les films. Ça c'est une initiative plus menée à l'échelle locale, et l'accréditation évidemment va vers l'international.
international, puisque le Festival de Cannes international, donc il y a des projections en double sous-titrage avec français sur la copie et puis en anglais en sous-titrage électronique. Donc toujours cette idée d'avoir les populations qui viennent du monde entier, avec des films qui viennent du monde entier aussi. On travaille avec des studios, on travaille avec des cataloguistes, on travaille avec des fondations, des archives, des cinémathèques, des ayants droit, des distributeurs aussi, peu moins. Justement, c'est intéressant que vous parliez de ça parce que là vous êtes en train de rentrer un peu dans le détail Oui. du travail de programmateur finalement, ou programmatrice. Quand on regarde la programmation de Cannes Classics au fil des ans, on s'aperçoit qu'il y a une grande cohérence et une homogénéité dans les films choisis. En tout cas, c'est la sensation que j'ai eue moi en relisant. Comment faites-vous pour animer cette sélection, pour la choisir? Enfin, vous avez parlé déjà de votre équipe qui vous épaule. Et surtout, comment vous faites pour la constituer chaque année pour que celle-ci soit à la fois variée et qu'un thème s'en dégage? Alors déjà, on travaille à deux avec Thierry Frémaux, qui est le délégué général du Festival de Cannes, créateur de la section, donc c'est son bébé. C'est quelque chose qui lui tient énormément à cœur. On entretient en fait des relations avec bon nombre de professionnels. Et au-delà de cela, il y a des propositions qui nous sont faites tous les ans. Donc en fait, on travaille sur 2 tableaux, si je puis dire. Il y a des professionnels avec qui on a des relations constantes tous les ans. Et puis il y a d'autres professionnels, d'autres institutions, d'autres sociétés qui vont nous contacter. C'est extrêmement simple de nous contacter. Il suffit de nous envoyer un email et puis à partir de là, on commence à discuter pour voir quel type de proposition ils pourraient nous faire. On a cette chance d'avoir l'attrait du Festival de Cannes, l'intérêt des professionnels et puis la vivacité en fait du cinéma classique qui vont aller se répercuter dans l'enceinte du Festival de Cannes. Et donc pour cela, on regarde en fait des films qui sont des films qui ont marqué l'histoire du cinéma, des découvertes, des redécouvertes, des films qui étaient sélectionnés à Cannes par le passé, parce que c'est assez naturel pour certains professionnels de nous proposer ces films puisqu'ils étaient à Cannes, et pour nous après de montrer quelle a été l'histoire du festival au fur et à mesure des années. Ça, je vous avoue que c'est vraiment passionnant parce qu'on voit effectivement à la fois l'évolution de l'industrie du cinéma, l'évolution de l'histoire du cinéma et puis l'évolution aussi du festival et du reflet qu'il peut être à un moment donné, à un moment T, d'une carte postale du cinéma. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, il y a des films qui ne sont jamais sortis nulle part, qui n'ont pas eu de distribution. L'année dernière, je pense à Tamp qu'on avait passé, un film indien qui n'était jamais sorti en dehors de l'Inde. Pareil pour le film de Satyajit Ray, L'Adversaire, qui n'était pas sorti en dehors de l'Inde. Alors certains films ont des titres français parce qu'ils ont été montrés dans des festivals après plus ciblés. Du coup, il y avait des titres français qui avaient été donnés, mais il y a bon nombre de films qui ne sont jamais sortis de leurs frontières en fait. Donc tout ça est très intéressant parce que ça nous permet d'avoir cette espèce d'équilibre entre grands films qui ont marqué l'histoire du cinéma, des découvertes et puis des redécouvertes. Donc on essaie de couvrir une période assez vaste. Généralement, on est plus intéressé par des œuvres de fiction, en général des années 40, 30 parfois, mais un peu moins, jusqu'aux années 80. Même si là, on sent que tout pousse vers les années 90. On a beaucoup de propositions là cette année qui sont des années 90-2000. Donc ça, c'est assez difficile parce qu'effectivement, il faut savoir si les films ont vraiment marqué l'histoire du cinéma de leur empreinte, si véritablement il est assez tôt pour les montrer. Donc on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Ça, c'est vrai que c'est assez compliqué de se dire ça. Et puis, il y a toute cette attirance de jeunes cinéphiles qui viennent à Cannes Classics et qui eux forcément voient ça d'un œil différent d'une autre, parce que un film qui a 20-30 ans pour eux c'est déjà un film ancien. Donc là-dessus on se pose plein de questions et de savoir aussi ce qu'il est important de montrer parce que il y a des découvertes ou des redécouvertes qui seront plus accessibles par rapport au coup de projecteur qu'on pourra donner en les montrant au Festival de Cannes. Puis il y a toujours ce désir d'exclusivité du fait de trouver des films qui après vont avoir une vie sur un marché, donc ils vont ressortir un peu partout, en festival, en DVD Blu-ray, dans les salles, dans les archives, les cinémathèques, les festivals. Enfin, il y a toute cette démarche en fait pour que les films aient une vie en dehors de Cannes, commerciale ou non commerciale. Et puis, il y a aussi le désir de garder des raretés pour Cannes, pour que l'événement véritablement soit créé et que les films, à ce moment-là, véritablement soient, j'allais dire explosifs, mais oui, c'est un peu ça. Je pense que quand on avait passé Pasqualino, c'était Bellezze, le film de Lina Wertmüller, c'est un film qui n'a pas eu de ressortie après, donc il n'y a pas d'exploitation en fait, de certains de ces films. Et Lina Wertmüller était venue, donc on lui a fait un hommage avec la Cinémathèque de Rome, Centro Sperimentale di Cinematografia. Donc, il y a toutes ces démarches en fait, à la fois de composantes qu'on cherche à obtenir pour avoir